suis vice-président chez SNC-Lavalin. Je m'occupe, moi, d'un groupe de à peu près 155 personnes spécialisées en mécanique électrique dans la région de Montréal. Et donc, j'ai mon collègue aussi, Anthony Lapierre, qui est un spécialiste BIM là, qui travaille dans le groupe de IT de SNC-Lavalin pour nous aider, en fait, à faire la modélisation, à utiliser BIM sur le projet, notamment du CUSUM. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un peu peut-être notre expérience qu'on a eue de réaliser, qui est en cours de réalisation de ce projet-là. Puis, on veut aussi peut-être partager un peu les problématiques et les enjeux que l'on a actuellement à faire la conversion, en fait, de l'utilisation d'AutoCAD 2D à l'utilisation du logiciel Revit, puis aussi les outils de modélisation. Alors, la première chose, c'est peut-être juste de présenter un peu SNC-Lavalin. Moi, je ne veux pas vous présenter SNC-Lavalin au complet. SNC-Lavalin, c'est une firme d'ingénierie, construction qui fait de l'opération maintenance et qui fait le financement aussi de ces projets. Donc, sauf que nous, dans le groupe que je représente aujourd'hui, c'est plus le groupe de transport, infrastructure et bâtiments, qui est un groupe d'environ 1300 personnes, dont 100 personnes au Québec, qui se veut un peu, dont on est spécialisé, nous, c'est plus la partie ingénierie qui touche au bâtiment, et c'est aussi notre groupe qui, en fait, travaille vraiment avec le bâtiment, avec le logiciel BIM. On a d'autres divisions à l'intérieur de SNC-Lavalin qui utilisent la modélisation, mais qui n'est pas nécessairement du bâtiment, qui va être plus dans du procédé, puis il y a d'autres logiciels qui sont utilisés. Donc, c'est peut-être un peu vous expliquer peut-être en génie conseil, il y a une partie génie conseil, un peu le passage, puis qu'est-ce qu'on vit actuellement. Alors, le groupe, en fait, le groupe de TIB, c'est un groupe d'à peu près 450 personnes en mécanique électrique et 150 personnes en structure. On réalise des projets en mode conventionnel avec des clients externes, des appels d'offres dans le domaine institutionnel, dans toutes sortes de domaines. On participe à des PPP, notamment le projet du CUSUM qu'on va vous présenter. On fait des projets aussi clés en main. On fait des projets à l'international. On en fait ici aussi des projets locaux. Ça montre un petit peu les bureaux, je vous dirais les bureaux de la division. Principalement, en fait, notre siège social est à Montréal, bien entendu. Et la grande quantité de nos ressources se trouve à Montréal. Par contre, on a fait l'acquisition dernièrement de d'autres bureaux, ce qui nous donne un peu plus un étendue de bureaux un peu plus à travers la province. Mais je vous dirais que c'est quand même pas des bureaux, là, disons, au niveau de l'ingénierie, de mécanique électrique structure. C'est principalement à Montréal, Québec, Toronto et Halifax. Alors, le projet, le Centre universitaire Santé McGill, c'est un projet là, quand même colossal. C'est le projet que l'on a au coin de l'autoroute 15 et où on voit à peu près 5 grues. Donc, c'est 2,2 millions de pieds carrés, excluant les stationnements. Donc, c'est un projet qui s'est réalisé en mode de partenariat public-privé. Donc, si on regarde au niveau de l'échéancier, on avait un échéancier. Donc, en 2009, on a fait la proposition. Donc, pour faire la proposition en 2009, on a fait, bien entendu, il y avait des documents préliminaires qu'on devait faire. On a uniquement fonctionné en AutoCAD 2D, parce que je vous dirais qu'on n'était pas notre organisation, puis j'entends parler de processus, puis tout ça. Donc, on n'était vraiment pas, disons, tout de suite alignés pour ça. Et donc, en 2010, on a eu le contrat. C'est le début de la construction. On prévoit la fin de la conception pour l'automne 2012. Hiver-été 2014, mise en service. Puis, on va livrer le projet en septembre 2014. Donc, ça, c'est un projet quand même assez fast-track, compte tenu que lorsqu'on a eu le contrat, en fait, on était déjà en retard parce que là, il fallait commencer les fondations. Donc, mes collègues en structure ont souffert. Et si on regarde un petit peu le projet, en fait, c'est pour vous donner un peu l'envergure, parce que ça, c'est un projet qui est complètement, on utilise BIM,
Puis là-dedans, c'est une obligation de faire ce projet-là complètement en conception avec BIM et Revit. Alors, il y a des hôpitaux, il y a un hôpital pour adultes, il y a des hôpitaux pour enfants, il y a le bloc de recherche. Il y a aussi, à l'extrémité, il y a un autre hôpital pour enfants qui est un projet supplémentaire qui s'est rajouté à la fin, là, qui est fait aussi par... donc, nous, en fait, la SNC-Lavalin fait la construction aussi de ce projet-là, puis on a plusieurs aussi. On a des sous-traitants, des consultants en architecture, aussi en ingénierie qui participent avec nous autres. Donc, si on regarde un petit peu pour la préparation, je vous dirais que nous, avant 2009, je vous dirais que l'utilisation de BIM et Revit, c'était pas dans nos pratiques. Je vous dirais que par le passé, on a fait des salles de mécanique qu'on utilisait, je crois que c'est Building System, où en fait, on faisait un peu on avait des gens dans nos équipes qui nous aidaient à faire certaines modélisations 3D qui étaient des fois pour des démonstrations des clients, mais disons, c'était vraiment pas dans nos pratiques. Alors, lorsqu'on a commencé à soumissionner sur le projet en 2009, je vous dirais qu'on a vu un peu ce projet-là, puis on voyait un peu la montagne devant nous, parce que nos concepteurs, puis nos dessinateurs connaissaient pas le logiciel, puis n'avaient pas non plus l'expérience. Je vous dirais, ça, c'est plus vrai en mécanique électrique. Pour la partie structure, c'était quand même quelque chose. Je crois qu'il y a des gens qui travaillaient déjà un peu. Je crois que le logiciel aussi, au niveau, si je regarde un peu, en fait, c'est notre perception dans l'industrie. On sent que peut-être en architecture, je pense que c'est quand même assez évolué. Il y a plusieurs firmes d'architecture qu'on voit qui ont fait le passage. Et donc, les nouveaux projets, notamment des projets Greenfield, donc des projets qui sont de construction complètement nouvelle. On a plusieurs architectes qui veulent utiliser BIM. Et nous aussi, on est enclin de participer en autant qu'on est capable de le réaliser actuellement avec nos problèmes peut-être de ressources. Mais en fait, ce n'est pas un problème de quantité de ressources, c'est plutôt un problème d'avoir les ressources qualifiées et expérimentées pour réaliser les projets. Donc ça, c'est tout un défi. Maintenant, au niveau... donc, c'est comme je vous dis, au niveau structure, ça a commencé aussi principalement plus en 2009. Nous, ce qu'on a fait, on a fait quelques projets type... En fait, il y avait vous qui avez fait au début, qui disait de bien maîtriser le logiciel, en fait, chez nous. Alors, c'est un peu ce qu'on a fait. On ne s'était pas ouvert encore. Disons que l'ouverture s'est faite à travers le projet du CUSUM, puis on a trouvé que l'ouverture était peut-être un peu difficile. Mais disons que c'est un peu ce qu'on a fait. On a mis des gens. La difficulté aussi, c'est que lorsque tu veux mettre des gens affectés à ça, bien, c'est pas évident dans un contexte actuellement qu'au niveau du travail, il y a quand même, c'est un contexte actuellement qu'il y a beaucoup d'ouvrages dans le marché. Alors là, être capable de dédier tes gens qui sont tes champions ou tes gens qui sont très bons là-dedans, c'est tout un défi. Donc, c'est un peu à partir je me répète, c'est un peu à partir de 2009. Donc, nous, on a formé un peu des équipes. Puis, il y a les gens aussi d'IT qui nous ont aidés aussi à s'organiser. Et mon collègue va vous parler un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on s'est structuré pour le faire. Si on regarde au niveau des défis de réalisation en mécanique électrique et structure, donc un des premiers problèmes qu'on a eu, c'était la maturité des modules. Je vous dirais que en mécanique électrique, je sais qu'il y a eu une dernière mise à jour de l'utilisation du module de mécanique électrique sur Revit, ce qui a grandement aidé les choses. Mais on a fait face, disons, à plusieurs problèmes d'utilisation de bugs. Bien, on avait des bugs qu'on avait, en fait. Et donc, tout ça, c'était quand même assez difficile à pouvoir commencer. Et au niveau civil, au niveau structure, bien, c'était quand même, je pense que l'utilisation, je vous dirais que si je parle à mes collègues, exemple, actuellement, on a des appels d'offres aussi, puis on veut faire des projets, réaliser des projets aussi en Revit sur d'autres projets qui se présentent.
Puis habituellement, en structure, je vous dirais qu'actuellement, le passage est quand même assez bien. Je ne vous dis pas qu'ils vont utiliser tous les outils de modélisation ou de simulation. Ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Mais tout simplement, d'utiliser le logiciel et de réaliser un projet comme ça, je pense qu'en structure, ça se fait quand même assez bien. En mécanique électrique, je vous dirais que c'est quand même, il y a encore, puis je pense que je vous le dis, en fait, je trouve ça fantastique, les présentations que j'ai eues avant moi, parce qu'en fait, ça démontre qu'il y a vraiment, vous êtes des experts dans votre domaine, puis vous êtes à l'avant du marché. Alors, je trouve ça très, très bien. Nous, je vous dirais qu'on a une volonté de changement, on a une volonté d'aller de l'avant. Mais, je veux dire, le marché, actuellement, lorsqu'on essaye de trouver des ressources qui sont familiers, il n'y en a pas tellement. Donc, c'est plutôt difficile. Alors, la formation du personnel, bien entendu. Donc, ça, c'est un enjeu quand même, un enjeu important. Le profil des utilisateurs. Un des points que nous, on pensait lorsqu'on a commencé à utiliser Revit, c'est qu'on se disait, bon, ben écoute, c'est un dessin qui se fait en 3D. Alors, nous, c'était comme un passage de nos dessinateurs qui s'en allaient vers l'utilisation des outils. Et en fait, il y a quelques dessinateurs. Oui, effectivement, il y a des très bons dessinateurs qui ont beaucoup d'expérience, qui sont très, très habiles avec l'outil, qui avaient une compétence et une connaissance, une expérience assez grande pour être capable de faire ce passage-là, puis se débrouiller quand même relativement bien. Par contre, un des gros problèmes, c'est qu'on fait à peu près un projet qui est quand même qui est quand même très complexe, avec des salles d'opération, c'est un projet de grande envergure qui se réalise en mode accéléré. Donc, on a besoin des meilleurs concepteurs en électromécanique. Je vous donne... Et là, notre concepteur en électromécanique, c'est sûr que ceux qui ont en haut de 40 ans, souvent, ils sont moins familiers. Premièrement, ils ne dessinent pas nécessairement sur AutoCAD, donc ils sont moins familiers avec l'utilisation de cette technologie-là. Et les jeunes, 25 ans et moins, bien, c'est eux qui viennent un peu d'une génération différente et là, qui sont très à l'aise d'utiliser des logiciels de simulation. Ils sont très intéressés par la chose. Donc, on se retrouve à finalement réaliser un projet où les gens qui ont le meilleur profil pour utiliser le logiciel, c'est ceux qui ont peut-être la moins grande expérience, la moins grande connaissance. Donc ça, je vous dirais que c'est quand même un pensez-y bien. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit adresser. Le matériel informatique, nous, de notre côté, ce qu'on a fait en 2009, on a identifié tout de suite des gens qui allaient pouvoir travailler là-dessus et qui étaient intéressés. On les a munis d'ordinateurs portables avec beaucoup de mémoire, beaucoup de capacité. Puis en fait, on est heureux parce qu'il y a des gens chez nous que je vois que c'est vraiment une passion. C'est des gens qui s'intéressent au sujet, qui vont sur Internet, ils apportent leur laptop à la maison et finalement, ils travaillent parce que ça devient une passion, puis ils s'intéressent à ça, puis ils croient. Donc, je vous dirais mais les gens qui font le passage à BIM, ça prend quand même une infrastructure informatique. Puis lors de l'exécution du projet, ça n'a pas été tellement long là, qu'on s'est retrouvé à devoir modifier à peu près l'ensemble de notre parc informatique pour tous les gens qui dessinaient en Revit. Donc, l'autre contrainte majeure qu'on a eue à partir de 2009, c'est on voulait bien réaliser des petits projets pour se faire la main, sauf que là, il fallait créer nos familles. Il n'y avait pas de famille pour les pompes, il n'y avait pas de famille pour les équipements manufacturiers. Et ça, je vous dirais que c'est peut-être un des plus gros obstacles que nous, on a eu pour être capable de se faire la main. Donc, il faut que les gens maîtrisent le logiciel, ils doivent connaître la conception et là, il faut qu'ils créent leur famille. Je vous dirais que ce problème-là, à mon avis, va disparaître quand même assez rapidement parce que le logiciel ne permet pas non plus d'avoir toute la question de propriété intellectuelle de ce qu'on a. À partir du moment où tu te mets à échanger tes plans, bien, à ce moment-là, les gens peuvent récupérer. Ou aussi ton personnel que tu as. Donc, ça vient... En fait, c'est un petit peu... il faut, pour essayer d'innover, bien, disons qu'on se dit, on fait l'investissement, mais fait rien. Je pense que toutes les entreprises vont faire l'investissement un peu, puis finalement, il y a comme on va se partager les outils qu'on va développer tous ensemble.
Simulation et outils, je vous dirais qu'actuellement, ça, c'est un défi. Nous, bon, comme je vous dis, au niveau de simulation, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'il y a des gens qui sont... on essaie de faire un peu des équipes en parallèle pour faire utiliser, exemple, s'il y a des calculs de charge ou s'il y a des... Mais actuellement, dans le projet, notamment le projet du CUSUM, le projet va tellement vite qu'on veut s'assurer aussi que ce qu'on installe, ce qui se construit, bien, ça réponde exactement aux exigences. Donc, c'est un peu, je vous dirais que le projet qu'on a actuellement du CUSUM, c'est un peu aussi notre laboratoire, là, où, en fait, on essaie d'utiliser, puis on essaie de simuler au maximum, essayer d'utiliser toutes les facettes, toutes les possibilités qu'on peut avoir. Mais je vous dirais, la question, c'est est-ce qu'on les utilise, par contre, sur nos autres projets qu'on veut faire en BIM à côté? À pleine capacité, non. C'est pas le cas. Par contre, on voit quand même beaucoup de possibilités, là. Donc, le niveau de précision, c'est important aussi. Le niveau de précision, ça, c'est en fait, je vais en parler un petit peu plus loin à la fin de la présentation. On va parler un petit peu des aspects commerciaux, mais disons que jusqu'où tu vas, à quel niveau de précision que tu vas. Donc, on mentionnait la grosseur de la tuyauterie, c'est exactement la même chose. Donc, ça ajoute aussi beaucoup de lourdeur, puis ça peut influencer grandement aussi le temps de réalisation puis l'efficacité. Alors, ça, c'est quelque chose qui est à définir, puis qui n'est pas encore tout à fait bien défini là, pour l'ensemble des utilisateurs. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue qui va parler un petit peu plus de l'implantation, puis vers la fin, moi, je vais revenir, peut-être pour parler un petit peu sur le marché, qu'est-ce qu'on voit là, comme impact. C'est bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était donc les enjeux d'un point de vue management. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est... donc, les enjeux, tout d'abord, les enjeux au point de vue de l'implantation du BIM sur un projet d'envergure, comme le projet du CUSUM, mais aussi l'approche qu'on a utilisée pour implanter une nouvelle technologie, implanter une nouvelle philosophie sur un projet d'envergure comme celui-là. Donc, pour ce qui est de l'implantation du BIM, tout d'abord, Revit a été utilisé pour l'architecture, structure, mécanique, électrique, plomberie à 100%, presque 100%. On avait une équipe de 130 utilisateurs Revit pour toutes les disciplines qui sont encore situés sur le bureau de projet. Donc, le bureau de projet est situé, si vous voyez l'image de droite, en fait, en bas à droite, c'est le bureau de projet. C'est l'endroit où tous les utilisateurs Revit travaillent. En fait, pas tous, parce qu'il y a une proportion de cette équipe-là, puis on va le voir plus en détail un peu, l'organisation de l'équipe, qui travaille à distance sur les mêmes modèles sur lesquels l'équipe sur le bureau de projet travaille. Donc, une équipe de 130 utilisateurs composée de gens d'SNC pour l'ingénierie. En architecture, on avait 4 firmes. IBI Group, il y a des gens ici, d'ailleurs, nos champions Revit sont présents. On avait des gens d'NFOA qui sont aussi présents, IMAI, et HDR, une firme des États-Unis. Planifica aussi qui faisait l'équipement, la conception de l'équipement. Oui, puis BPA, Outils de Parizeau, qui fait le piping. Donc, vraiment, l'équipe, ça ressemblait un peu à ça, pour ce qui est de l'implantation de Revit. Maintenant, les enjeux liés à l'implantation. Tout d'abord, je l'ai mentionné, le BIM, c'est une nouvelle technologie, une nouvelle philosophie pour SNC-Lavalin. Oui, on a fait des projets avant celui du CUSUM, mais des projets d'envergure avec une équipe de cette taille-là, c'est le premier projet qu'on faisait. Donc, on doit constamment réinventer nos façons de faire. Quand je dis constamment, ça fait bientôt 2 ans qu'on implante cette technologie-là. Et encore aujourd'hui, on réinvente nos façons de faire. Donc, c'est vraiment un processus continuel d'amélioration. Puis ça implique qu'on doit, en tant que personne responsable d'implanter une nouvelle technologie, développer des nouvelles stratégies de gestion du changement. Dalian en a parlé
tout à l'heure de gestion du changement, c'est vraiment essentiel de s'ajuster en fonction des besoins des gens qui sont affectés par le changement. Pour ce qui est de la collaboration, donc, on avait l'intégration des architectes qui travaillaient dans notre propre bureau. Donc, on créait le bureau de projet. C'est une nouvelle culture pour nous chez SNC-Lavalin. On est une firme d'ingénierie. Donc, ça, c'est un enjeu. Pour les architectes aussi, c'est une nouvelle culture. Travailler dans un environnement qui est une firme d'ingénierie. Donc, on doit constamment s'ajuster. Il y a l'aspect équipe virtuelle. Donc, on a au-dessus d'environ 40 personnes qui travaillent de plusieurs bureaux à distance sur le même projet que nous. Donc, ce n'est pas des fichiers qu'on s'envoie sur un FTP, c'est carrément en live sur nos modèles. Donc, ce qui est critique dans ce genre de situation-là, c'est de faire un plan de communication, trouver les façons qu'on va utiliser pour communiquer. Aussi, le bureau de projet. Donc, même si avoir un bureau de projet, c'est un préalable pour avoir un processus intégré de design, oui, c'est quand même un défi d'avoir tout le monde qui travaille sous le même bureau. Malgré tout, malgré le fait que ça paraît beaucoup plus simple, ce l'est, c'est quand même un défi. Le travail en temps réel, donc d'avoir toutes les disciplines qui travaillent avec la dernière version mise à jour des modèles des autres disciplines, liées directement, c'est un des enjeux majeurs pour les gens de mécanique, électrique, plomberie, pour les architectes. C'en est un pour tout le monde. Toutes les disciplines dépendent l'une de l'autre, comme par exemple en structure, les architectes dépendent du modèle qui est fait en structure parce que ce qui apparaît dans les coupes, ce n'est pas une version refaite du modèle de structure, c'est le modèle de structure. Donc, les ingénieurs en structure doivent modéliser les pentes dans leur dalle parce que les architectes en ont besoin pour l'apparence graphique de leur coupe. Donc, toutes les disciplines dépendent l'une de l'autre. Donc, c'est un enjeu majeur pour ce qui est de la collaboration. Le dernier enjeu majeur, c'est le partage de l'information. Donc, Daniel a mentionné la valeur. C'est un point important de sa présentation. Le transfert de valeur ajoutée. S'assurer que toute la valeur qu'on met à l'intérieur de nos modèles puisse se rendre aux différents intervenants, aux gens qui construisent le projet, mais aussi pour les clients, pour que le client puisse en profiter. Donc, la gestion de projet. Le projet CUSUM, c'est un projet d'envergure, c'est un projet, mais nous, l'approche qu'on a eue, c'est de voir l'implantation du BIM comme un projet en soi. Pour implanter ce projet-là, on se doit de planifier, d'être organisé et de se donner des outils pour implanter une nouvelle technologie comme le BIM. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un plan BIM. Un plan BIM, c'est un document vivant qui est constamment mis à jour, qui contient, premièrement, la stratégie de modélisation. Donc, la stratégie de modélisation, on va le voir en détail, c'est la façon qu'on va diviser les modèles pour permettre à l'équipe de travailler de façon efficace dans le projet. On va venir définir exactement l'équipe de modélisation, donc qui va participer à la modélisation du projet, quels sont leurs rôles, leurs responsabilités. On va venir aussi détailler les procédures de modélisation qu'on va utiliser pour le projet. On va définir les standards de nomenclature, de numérotation. On va définir comment on va faire la gestion du gabarit de projet, les standards de création de famille. Donc, le niveau de détail, on en a parlé, la précision, le niveau de détail. C'est le genre d'interrogation qu'on va vraiment avoir avant de faire le plan BIM, qu'on va clarifier ici dans ce document-là. Finalement, stratégie d'intégration. Donc, si on veut faire du clash detection, on veut utiliser l'aspect ordonnancement, comme on a vu des beaux exemples cet après-midi. Donc, on va venir définir dans une stratégie d'intégration jusqu'où on va aller dans tout ça, quels seront les standards qu'on va utiliser. Et finalement, un plan de collaboration, de communication. Je mentionnais qu'on a une équipe virtuelle sur le projet, que c'est important d'avoir une stratégie de communication
parce qu'il y a des gens qui travaillent à distance, sauf que même si on n'avait personne qui travaille en distance, je considère que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Donc, comment on va collaborer? Quelles sont nos règles de base en tant qu'équipe Revit pour travailler sur le projet? Donc, la stratégie de modélisation, ce qu'on a fait sur le projet, on l'a fait en 2 étapes. Tout d'abord, on a regardé le Work Breakdown Structure, donc la structure de division du projet. On a divisé les modèles par bloc. Vous l'avez vu au début, on voyait 5 blocs, il y en a plus que ça en fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est diviser ce projet-là en différents blocs. Et la deuxième étape, ça a été d'évaluer le niveau de complexité du projet et diviser en sous-disciplines. L'architecture, c'est une discipline qui est critique pour un projet d'hôpital. Il y a beaucoup d'informations relatives à l'architecture dans un projet de méga-hôpital comme le CUSUM. Donc, ce qu'on a fait vraiment, c'est d'essayer de subdiviser pour, de un, permettre aux différentes équipes de travailler sur ces blocs-là de façon efficace. Mais aussi, comme on était conscient qu'on allait avoir une grosse équipe d'architecture, ça leur permettait vraiment d'avoir plusieurs personnes qui travaillent en même temps sur des sections du projet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé l'architecture en extérieur et intérieur. Général, ce sont des équipes différentes dans les firmes d'architecture. Donc, ça améliorait leur processus. Équipement, qui est un consultant différent. Mobilier, qui sont des groupes différents à l'intérieur de l'équipe d'architecture. Mécanique, électrique, plomberie, ça va de soi. Donc, ventilation, électricité, plomberie, c'est divisé. Et on avait aussi d'autres sous-disciplines qui venaient s'ajouter: chauffage, refroidissement, protection incendie, eau pure, gaz médicaux et transport pneumatique. Donc, juste pour visualiser un peu qu'est-ce que ça donnait, au début, c'est un peu ce qu'on avait. Donc, un modèle pour chaque bloc. Ensuite, divisé par sous-discipline. Maintenant, gestion de l'équipe. Comme on a une équipe de 130 utilisateurs, c'est essentiel pour tous ces utilisateurs-là de pouvoir facilement s'intégrer à l'équipe. Ce qu'on a fait, c'est à la fois un outil de gestion pour nous, les gens qui implantent la technologie, les champions Revit, c'est un outil pour nous, mais c'est aussi un outil pour l'équipe. Ce qu'on a fait, c'est une charte organisationnelle Revit. Donc, sur cette charte-là, on voit l'ensemble de l'équipe. Tous les utilisateurs Revit sont sur cette charte-là. On voit les différents leaders de l'implantation, les champions Revit. Les leaders Revit de chaque consultant sont sur cette charte-là. On ajoute aussi les rôles et responsabilités de chaque personne, comme par exemple, mes rôles et responsabilités sont directement sur la charte, comme quelqu'un peut savoir exactement ce que je fais dans le projet. Même chose pour les champions. Et aussi, on met directement les modèles sur cette charte-là. Comme ça, on peut voir si on a un problème avec le modèle de structure et que, par exemple, moi, je suis nouveau sur le projet en tant qu'utilisateur Revit, je vais savoir exactement qui contacter. Et aussi, s'il y a des documents, comme par exemple, on parlait du plan BIM, qui est un document, on peut le mettre directement sur la charte pour que les utilisateurs puissent voir que, bon, la personne à contacter, si on veut faire un ajout au plan BIM, bien, c'est Anthony. Donc, pour ce qui est de l'organisation de l'équipe, on a un champion Revit pour chaque discipline. Puis, on mentionnait aussi l'importance du champion Revit ou du BIM Manager ou du coordinateur BIM, peu importe le nom qu'on donne, l'importance d'avoir une personne dédiée à temps plein pour faire cette implantation-là. Je suis entièrement d'accord. Et c'est la raison pour laquelle que notre approche sur le projet, c'était d'avoir un champion Revit, oui, mais aussi des spécialistes. Donc, on a 2 spécialistes pour chaque discipline. Un spécialiste en création de famille, puis un spécialiste en documentation. Les architectes, comme c'est critique, l'information qui rentre dans les modèles est utilisée par les autres disciplines. On a aussi d'autres rôles qui se rajoutent, puis je vais parler des rôles plus en détail. Donc, ce qu'on a fait, c'est de de créer une équipe d'implantation Revit. La première personne,
c'est un coordonnateur BIM. Cette personne-là n'est pas nécessairement un utilisateur de Revit. C'est une personne de l'équipe de conception. Comme Pierre a mentionné sur le projet SNC, on fait la construction, on fait la conception du projet aussi. Donc, au sein de l'équipe conception, on avait quelqu'un qu'on a attitré pour être notre coordonnateur BIM. Et l'objectif d'avoir quelqu'un de l'équipe de conception, c'est d'avoir quelqu'un qui peut faire la gestion de l'envergure et du niveau de détail. Donc, c'est cette personne-là qui va valider jusqu'où on va aller dans la modélisation. Donc, souvent, on se pose des questions. Est-ce qu'on met de l'information? Est-ce qu'on modélise des éléments? On se pose toujours cette question-là lorsqu'on fait du BIM. Jusqu'où on va? Mais c'est cette personne-là, en fait, qui va trancher pour ce qui est de jusqu'où on va aller. Donc, c'est quelqu'un qui fait de la coordination multidisciplinaire. Donc, il sait exactement quels sont les besoins point de vue de la construction. C'est cette personne-là vraiment qui va s'assurer que toutes les disciplines autour de la table travaillent d'une façon intégrée. Deuxième rôle, l'administrateur Revit. Donc, sur le projet du CUSUM, c'est à moi. Mon rôle, c'est de faire du support de niveau 2 et 3. Donc, ce qu'on a fait, c'est diviser le support de l'application en 3 niveaux. Niveau 1, c'est des problèmes simples qui ne nécessitent pas nécessairement beaucoup de support, comme environ de 15 à une demi-heure, par exemple. Niveau 2, c'est des problèmes un petit peu plus compliqués que les champions ne peuvent pas répondre, donc ils sont escaladés à moi. Niveau 3, c'est des problèmes de procédure, des façons de faire. Donc, vraiment, c'est l'administrateur Revit qui s'occupait de ce genre de problème-là. Mon rôle aussi, c'était de mettre à jour le plan BIM, ainsi que tous les outils de contrôle qu'on va voir plus tard. Ça m'est arrivé aussi à l'occasion de faire de l'évaluation d'équipe, de la formation avancée, beaucoup de coaching sur le projet. Et aussi, création de documentation, de meilleures pratiques, de procédures, puis de la documentation de formation. Ensuite, le champion Revit. Donc, pour chaque discipline, on a un champion Revit qui est responsable de faire le support de niveau 1. C'est cette personne-là qui est un peu un chef d'équipe au sein de sa discipline. Et son rôle, vraiment, c'est d'implanter ce qui est dans le plan BIM. Pas seulement l'implantation, mais vraiment aussi, il va donner son input. Donc, les champions Revit me filent dans l'information pour ce qui est des standards qui doivent être mis sur le projet. Donc, il y a beaucoup de confiance avec les champions Revit. Puis c'est eux qui alimentent vraiment toute la documentation qui est faite pour ce qui est de l'implantation. Donc, c'est eux qui sont responsables de créer et maintenir les maquettes. Donc, s'il y a un problème à l'intérieur d'un modèle, c'est vraiment les champions Revit qui sont responsables. Ils ont un rôle de coordination aussi. Donc, ils sont hands-on sur le projet, savent exactement en temps réel quels sont les problèmes actuels. Donc, ce sont eux vraiment qui vont venir m'informer. Puis, ils vont venir aussi valider le niveau de détail avec le coordonnateur BIM. Donc, je mentionnais qu'on avait 2 spécialistes. Premier spécialiste en création de contenu. Donc, son rôle, c'est de créer et maintenir les familles du projet. Donc, créer des familles, c'est relativement simple. Je dirais que c'est la partie la plus facile de la gestion des familles sur un projet. Ce qui est vraiment plus dur, c'est de s'assurer que toutes ces familles qui ont été créées là sont utilisées, qu'on utilise les bonnes familles. Donc, c'est cette personne-là qui va s'assurer qu'on ne retrouve pas du contenu téléchargé sur Internet, qu'on va utiliser la famille standard à utiliser sur le projet. Donc, c'est cette personne-là qui est responsable de ça. Donc, l'organisation des familles dans le modèle et sur le serveur. Deuxième spécialiste, le spécialiste en documentation, donc c'est cette personne-là qui va faire la gestion des vues et la gestion des feuilles. Donc, on sait, pour les utilisateurs Revit qu'il y a dans la salle, je pense qu'ils pourraient vraiment témoigner sur le genre de problème qu'on peut avoir de milliers de vues à l'intérieur d'un modèle qui ne sont pas utilisées, des vues temporaires, des feuilles temporaires. Donc, c'est cette personne-là qui va vraiment s'assurer qu'on fasse un peu le ménage à l'intérieur des modèles.
gestion des annotations, gestion des exports et imports AutoCAD. On essaie de limiter les imports AutoCAD le plus possible quand on utilise un outil comme Revit. Mais il en reste quand même encore un peu. Donc, c'est cette personne-là qui va s'assurer que si c'est fait de la bonne façon. Et aussi la création, la maintenance des gabarits de vue, donc les view templates. C'est cette personne-là qui va s'assurer que ça, c'est standardisé. Donc, même les view templates, c'est un outil puissant à l'intérieur de Revit. Mais malgré tout, on peut se retrouver avec des dizaines de view templates temporaires. Un view template qui s'appelle Anthony 1, Anthony 2. Donc, c'est cette personne-là qui va vraiment s'assurer que c'est standardisé. Finalement, le coordonnateur des pièces, l'équipe architecture, personne qui était responsable d'implanter les standards de numérotation et de nomenclature des pièces, de synchroniser les pièces qui sont à l'intérieur de Revit avec le PFT, le programme fonctionnel et technique. Donc, on a un outil qui a été développé, le Revit Room Manager, qui permet d'avoir un lien bidirectionnel entre l'information qui est à l'intérieur de Revit et cette base de données des pièces pour le projet. Et ensuite, la correction de toutes les erreurs relatives aux pièces. Donc, c'est cette personne-là qui s'assurait que ça soit corrigé. Donc, l'équipe Revit, rapidement. Donc, on a 94 utilisateurs. Donc, maintenant, ça, c'était à l'apogée. Peut-être qu'il y a moins de gens aujourd'hui, mais 50 qui sont sur le site, 44 qui travaillent à distance. On est des gens d'Atlanta, Omaha, San Francisco, Kingston, Toronto, Vancouver, Irvine, Afrique du Sud. Donc, vraiment, pour ce qui est de la communication, c'est critique. Et côté structure, 11 personnes, ventilation, 13 personnes, électricité, 5 utilisateurs et plomberie, 10. Mais ça, présentement, ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de personnes côté mécanique, électrique, plomberie, parce que c'est là que ça se passe. C'est là que la partie critique du design de mécanique, électrique, plomberie commence en ce moment. Donc, je vous parlais de la charte organisationnelle Revit. Ça ressemble à ça. Donc, c'est l'ensemble de l'équipe Revit. Donc, imaginez-vous que vous êtes un nouvel utilisateur Revit et qu'on vous dit tu vas travailler sur le projet CUSUM et que vous avez ça. Oui, ça peut faire peur, mais sur cette charte-là, vous allez avoir toute l'information qui vous prendrait peut-être 6 mois à assimiler sans en avoir une. Vous pouvez facilement voir qui sont les leaders du projet, à qui parler quand vous avez un problème. Donc, pour ce qui est des outils de gestion... OK, c'est bon. Ça va être bon en 5 minutes. Oui. Donc, le premier outil, c'est une réunion hebdomadaire sur l'implantation du BIM. Puis l'objectif de cette réunion, c'était strictement de parler de l'implantation du BIM. Quels sont nos problèmes courants? Quelles sont les actions à prendre? Donc, les participants, le coordonnateur BIM et l'administrateur et les champions, le but, c'est de faire une mise à jour du plan BIM et des outils qu'on va voir tout de suite après. Donc, premier outil, matrice de progression des modèles. Donc, le but de cette matrice-là, c'est un chiffrier Excel très simple qui nous permet d'ajouter des tâches réalisées à l'intérieur des modèles puis de mettre un statut. Autre information importante qu'on met dans cette matrice-là, c'est la grosseur de chaque modèle. Donc, c'est critique, l'information qu'on met à l'intérieur des modèles Revit. Donc, c'est important de faire un contrôle de la grosseur des modèles, le nombre d'utilisateurs qu'il y a dans chaque modèle, le nombre de warnings qu'il y a dans chaque modèle. Donc, c'est un peu à quoi une matrice de progression ressemble. Dernier outil, une liste des problèmes, donc un issue log. C'est un outil qu'on utilise lors de notre BIM meeting. À chaque semaine, on passe à travers tous les problèmes courants qui sont documentés. On a une personne responsable, une date, les actions qu'on a accomplies pour régler ce problème-là. Et ce qui est important pour nous qui implantent une nouvelle technologie, c'est que ça nous permet d'utiliser tous les problèmes qu'on a eus sur un projet pour documenter nos leçons apprises et ainsi faire des nouveaux projets en regardant ces problèmes-là puis s'assurer qu'on ne les répète pas. Donc, ça, c'est un peu à quoi ressemble le issue log. Maintenant, je sais pas.
Oui, peut-être discuter brièvement sur les impacts sur le travail futur. Première des choses, je vous dirais, c'est au niveau de nos méthodes de travail. Au niveau de nos méthodes de travail, actuellement, c'est certain qu'on a un groupe d'experts qui est en... On a une équipe de projet, on a quand même un encadrement, on a des processus établis. Par contre, au niveau de notre réalisation de projets journalière, pour tout l'ensemble des projets qu'on réalise, c'est en fait les gens qui implantent BIM dans leur organisation. C'est pas juste l'utilisation d'un nouvel outil, c'est vraiment une modification complète en profondeur de la façon que vous travaillez. Les gens, actuellement, c'est un peu la difficulté. Un des plus gros problèmes qu'on a, c'est au niveau de notre personnel. Il faut vraiment former des utilisateurs. Puis là, comme je vous ai dit, il y a quand même un gap important entre l'expérience, la compétence, puis le profil de l'utilisateur qui va être habilité à travailler avec des logiciels, puis qui va avoir cette passion-là. Travailler avec les autres professionnels. Lorsqu'on fait un nouveau projet, un grand projet, ça va quand même bien. On peut déjà mettre des bases. On a un processus établi. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de projets qu'on va rajouter de la capacité sur les génératrices. On va modifier les systèmes de refroidisseurs. On va faire des modifications électromécaniques dans des grands projets ou des projets d'infrastructures existantes. Comment qu'on travaille? Les projets, souvent, des fois, les clients ont peut-être, dans certaines institutions, s'ils ont déjà les projets sur CAD, c'est déjà beau. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer? On veut passer à l'ère d'utiliser ça dans le day-to-day, mais sauf que lorsqu'on arrive à réaliser ces projets-là, par contre, on fait face à ces contraintes-là parce que les projets, puis même nos partenaires, nos autres consultants qui travaillent avec nous, n'ont pas nécessairement l'utilisation. Les projets, il faut aussi rencontrer les échéanciers. Donc, utilisation de l'outil à son plein potentiel, ça, c'est quelque chose que je pense qui va être à travailler énormément. Je vous dirais que de aussi qu'on peut faire. Il y a encore beaucoup d'ouvrages là-dessus. Gestion de l'information avec les clients puis les entrepreneurs aussi. C'est quelque chose, on a adressé tout à l'heure un peu le point au niveau de la vérification des dessins d'atelier. Je vous dirais que sur le projet du CUSUM, ça n'a pas rapport nécessairement avec l'utilisation de BIM, mais je vous dirais qu'on a déjà une étape qu'actuellement, toute l'authentification des documents d'ingénierie se fait de façon électronique, puis on gère toute notre documentation de façon électronique. Je vous dirais donc, c'est déjà une modification dans nos façons de faire. Puis je vous dirais qu'on est rendu là avec l'utilisation de BIM. Je pense qu'il va falloir adresser comment est-ce qu'on va faire aussi cette transition-là. Lorsqu'on fait des préparations de plans et devis, souvent, on ne va pas au niveau de détail que peut-être l'utilisation du logiciel pourrait nous permettre, si on y va de façon conventionnelle. Et il y a une partie de la responsabilité de la coordination qui relève des entrepreneurs. Et là, à ce moment-là, comment est-ce que ça va être quoi dans le futur au niveau de nous, si on fait cette conception-là? Est-ce qu'après ça, avec l'entrepreneur puis avec les autres, comment est-ce que ça va être interprété s'il y a des conflits de coordination ou quelque chose? C'est des choses, je pense que ça va influencer notre façon en général de travailler puis la façon que les projets vont se réaliser. Alors, pour les donneurs d'ouvrage, peut-être un des points, la demande est en croissance. On le voit sur plusieurs projets majeurs. Je vous dirais qu'un des points peut-être un peu plus, pas inquiétant, mais peut-être qui va être à voir, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a certains donneurs d'ouvrage qui n'ont pas nécessairement l'équipe, eux, pour même être capables d'utiliser ces logiciels-là. Ils ne connaissent pas non plus la capacité, exemple, jusqu'à quel... comment est-ce que... Ça va être quoi l'impact sur leur projet? Ça va être quoi le niveau de détail qu'on va aller? Donc, si on demande d'une façon contractuelle de préparer des plans et devis, mais que ton logiciel ne te permet pas d'aller à un certain niveau de détail, est-ce que lorsqu'on va remettre le modèle à la fin, ça va être quoi? Où le projet, où est-ce que ça va s'arrêter, notre responsabilité et notre engagement face aux donneurs d'ouvrage? Donc, puis l'aspect coordination que j'ai parlé. L'autre chose aussi, c'est que réaliser un projet BIM, c'est aussi un processus intégré. Je vous dirais qu'actuellement, dans la réalisation des projets, de temps en temps, on veut avoir des prix compétitifs. Donc, certains consultants ou certaines disciplines vont attendre que l'autre discipline avance puis que le client prenne des décisions.
sur certains aménagements. Puis après ça, on va accélérer. Je vous dirais qu'il y a un investissement à faire avec un BIM. Alors, c'est pas mal. Ça complète. Alors, c'est pas mal qu'est-ce qu'on voulait vous expliquer puis vous présenter. Merci.